Merci à vous, Jean-Louis Migeot, de nous avoir invités, enfin de m'avoir invité en premier et puis Antoine ensuite. C'est un grand plaisir pour nous de venir ici avec un public apparemment passionné, puisque vous êtes nombreux. J'ai pensé commencer par parler du temps, puisque je vais surtout vous parler de l'écoute des sons. Et vous allez entendre énormément de sons. Quand on écrit un livre, on est très frustré parce que les sons ne sont pas directement dans l'impression. Il faut aller les chercher dans un DVD. C'est un gros problème. Alors, ils sont dans le PDF qui est dans le DVD, mais tout le monde n'est pas virtuose avec les PDF aujourd'hui. Et là, je vais en profiter pour vous faire entendre beaucoup de sons et montrer des démonstrations. Je crois que c'est bien d'être en live et vous pourrez réagir comme vous le souhaitez. Enfin, pas en posant des questions pendant la conférence, parce que sinon, il faudrait trop de temps. L'écoute est le temps qui passe. Je viens déjà de parler, et vous avez la sensation d'un flot continu de paroles. Mais si nous prêtons attention à la réalité, nous allons découvrir que le fait d'écouter est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Je m'arrête peu de temps sur cette question, mais je trouve que c'est important en préambule. Au moment où je vous ai dit bonjour ou merci, vous avez entendu, et puis j'ai continué ma phrase, et une autre partie de la phrase est venue, donc ça c'est le son qui est arrivé, et puis ça c'est la phrase qui va arriver, mais qu'on n'a pas encore entendue, et puis le début de la phrase, elle est déjà sortie de ce qu'on peut appeler l'instant présent. Il y a l'instant présent de la conscience du son, pendant lequel effectivement on capte le son. Et ce qui est déjà passé est dans la mémoire immédiate ou phosphorescente, et pendant que vous êtes en train d'écouter et que vous avez conscience que ce qui est passé déjà dans la mémoire, vous anticipez sur l'avenir, sur ce qui va venir, ce qui vous permet finalement d'avoir en mémoire, au bout d'un certain temps, tout ce qui a été dit, par exemple dans une phrase. Mais vous n'allez pas le garder très longtemps, parce que c'est une mémoire qui s'efface, c'est la mémoire immédiate, qui porte aussi le joli nom de phosphorescente, comme une phosphorescence qui s'épuise. Seulement, ce qui est important, c'est ça. C'est là, pendant ce temps-là, que se porte l'attention pour capter ce qui est important dans le signal acoustique. Alors, j'aime bien proposer cette phrase, et dans tout le travail que j'ai fait sur l'écoute, j'ai beaucoup lu les philosophes et les poètes, parce que ce sont des gens qui prennent le temps de réfléchir, et vous connaissez peut-être le nom de Husserl, Edmund Husserl, qui est un Allemand, qui a fait des leçons au début du XXe siècle. Et il y a une leçon pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. Et Husserl est parti d'une observation, il s'est posé des questions à l'écoute d'une mélodie. Alors je vous ai mis juste une petite phrase, et il finit en conclusion de sa réflexion par dire: mais je n'entends donc à chaque fois que la phase actuelle du son et l'objectivité de l'ensemble du son, c'est-à-dire la phrase, se constituent dans le continuum d'un acte, je retiens beaucoup ce terme, qui pour une part est souvenir, pour une part très petite, ponctuelle, perception, et pour une part plus large, attente. Alors moi je ne dirais pas perception, mais sensation, et ça c'est un problème en acoustique, le vocabulaire n'est pas toujours sensation, c'est-à-dire le son arrive, alors que la perception implique déjà un travail d'analyse. Donc je parle un tout petit peu de cet instant présent, on peut appeler ça la fenêtre temporelle, qui se décale, là c'est le déroulement de l'écoute, et qui est de l'ordre de 30 à 50 millisecondes pour nous, êtres humains. Mais si on écoute une petite formule de rossignol, vous avez juste entendu, c'est tout. Alors je vais vous la ralentir et en même temps la transposer. On commence à entendre des choses. Ralentissons encore. Je ne sais pas si Olivier Messiaen avait une fenêtre temporelle de rossignol, mais en tout cas, il notait les chants d'oiseaux. Je ne pense pas. Il les notait en tant qu'humain, bien sûr, mais avec une attention certainement beaucoup plus aiguë que même les ornithologues. Eh bien,
c'était juste une petite introduction. J'aurais pu choisir aussi une fenêtre temporelle de baleine, mais bon, ce sera pour une autre conférence. Il est évident que cette merveilleuse faculté qui s'appelle l'écoute met en jeu un système très complexe. Alors, rassurez-vous, on ne va pas détailler cela, c'est juste une vue pour vous rappeler que quand on entend, quand on écoute, eh bien, on fait appel à une chaîne très complexe, alors que on a l'impression que c'est très simple. Il y a un signal qui arrive à l'oreille et... Alors, pour vous mettre en joie, je vous ai mis un cri de poule, une poule qui vient de pondre un œuf, hein, parce que ce n'est pas le même cri que lorsqu'elle est en colère ou quand elle appelle ses petits. Et on a tout de suite reconnu la poule. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ensemble de traitements ici qui sont d'une grande complexité. Le signal arrive à l'oreille, ce sont des vibrations aériennes qui ensuite s'adaptent à la physiologie, sont codées dans l'oreille interne de sorte que ce sont des impulsions que peuvent véhiculer les nerfs, traiter les cellules nerveuses, et il y a toutes sortes d'informations déjà qui sont sorties du fait des croisements entre l'oreille gauche et l'oreille droite, et dans ce qu'on appelle les noyaux, des pré-traitements sur les données binaurales, temporelles, spatiales, et arrivent aux différentes aires du cerveau, parce qu'écouter, c'est aussi faire des associations avec la vue, c'est bien sûr mettre en jeu toutes sortes de mémoires. Si c'est de la parole, ce n'est pas les mêmes mémoires que pour la musique, enfin, c'est d'une très grande complexité. Et aujourd'hui, il y a énormément de chercheurs sur ces parties anatomiques, sur la physiologie, et maintenant, très récemment, quand même, sur les neurosciences, qui font la une des journaux parce que c'est quand même assez extraordinaire de voir s'allumer le cerveau. Je suppose que vous avez tous vu des articles dans ce domaine, il y en a beaucoup qui paraissent. Bon, donc les recherches sur l'oreille et sur l'écoute sont en pleine expansion. C'est extrêmement complexe, mais, et quand on dit un mais, ça introduit une petite réserve, il reste quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier, c'est l'auditeur. Husserl parlait, il disait, l'écoute est un acte. Et pour moi, et pour vous aussi, l'auditeur, c'est celui qui est actif, qui décide. Hein, parce qu'un son arrive, je décide de l'écouter ou pas. Il m'intéresse, il ne m'intéresse pas. Je peux choisir ce que je vais écouter, je vais discriminer, je vais même anticiper. Donc finalement, ce n'est pas l'écoute au singulier, ça c'est une généralité, c'est une multitude de comportements d'écoute. Vous êtes tous ici avec des bonnes oreilles ou des moins bonnes oreilles comme moi, qui ne suis plus aussi jeune que ceux que je vois dans le fond. Mais je décide d'aller écouter dans le son ce qui m'intéresse et ce qui va faire que je n'aurai pas la même écoute que vous. Ça, c'est certain. Donc il y a une multitude de comportements d'écoute et on essaye d'interroger les gens. J'ai fait beaucoup d'expériences et de tests au laboratoire. Il faut bien réfléchir à une chose. C'est que si je vous pose une question sur ce que vous avez entendu, au moment où vous allez répondre, c'est important, parce qu'on ne peut échanger sur le son qu'en parlant, ou en écrivant, c'est pareil. La seule façon de transmettre ce qu'on a entendu, c'est d'en parler. Alors c'est une énorme difficulté de décoder les mots, les phrases qui sont employées par ceux qui parlent de ce qu'ils ont entendu. Mais le pire, c'est que le son est évanoui. Quand on est devant un tableau, on peut échanger des impressions et même montrer, moi je vois ça, c'est telle couleur, etc. Dans le son, on ne peut pas, à moins d'avoir des moyens. On va parler des analyses justement qui vont nous aider dans ce sens-là. Donc on parle depuis le début du temps, de la durée, qui fait partie intégrante de la constitution des sons. Et je me suis posé une question, tiens, pourquoi pas pour commencer, inverser le temps, puisque le temps est une donnée très importante, renversons le temps. Aujourd'hui, on peut, avec l'enregistrement, c'est facile. Alors, écoutez, le premier exemple. Vous n'avez jamais entendu ça. Peut-être certains qui manipulent le son dans les studios. Renverser un instrument comme celui-là, alors si vous savez ce que c'est, vous viendrez me le dire dans le creux de l'oreille tout à l'heure. Et si vous n'avez jamais fait ces manipulations-là, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Je vous le dirai à la fin. Il faut bien garder un peu de suspense.
Bon, c'est de la parole à l'envers, hein. Ça vous est sans doute arrivé. Bah déjà là, vous avez reconnu de la voix. Donc, quand on écoute de la parole à l'envers, on voit qu'il y a deux éléments très différents. Il y a la voix et puis la parole. Et la parole, vous n'avez pas compris ce qui est dit. Quand on renverse la parole, on ne peut pas retrouver parce qu'on entend toujours la parole dans un sens temporel. Inversé, je ne sais pas, il faudrait peut-être s'exercer. On peut très bien, effectivement, lire à l'envers, hein. On s'habitue dans le métro ou dans l'autobus à lire à l'envers. Mais alors, écouter de la parole à l'envers, ça, je ne connais pas de spécialiste. On entend des rythmes, des hauteurs, c'est de la musique. Peut-être que vous vous êtes posé des questions sur l'instrument. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce test, c'est assez surprenant. C'était la guitare. Alors mes étudiants à qui je fais beaucoup entendre cet exemple-là, ils auraient tous dit oui, ça y est, c'est la guitare à l'envers. Mais la première fois, ça surprend. Bon, c'est quand même intéressant d'inverser les sons, on a déjà appris beaucoup de choses. Les deux instruments ne sont, avec un T, pas reconnus, car l'enveloppe temporelle de l'énergie est dissymétrique, puisque je vous ai fait entendre un instrument qui commençait pianissimo et qui terminait brutalement. Dans la réalité, évidemment, il est comme ça. Alors tous les sons qui sont des sons non entretenus, percussion ou pincée, guitare, quand vous pincez une corde de guitare, vous n'avez pas de contrôle sur le son, il s'atténue. Tout ce qui est non entretenu, donc percussif, ou pincé, est complètement, pas détruit, mais enfin, on ne reconnaît pas l'instrument à l'envers. La voix est reconnue, c'est du continu, l'intonation, les voyelles, la qualité de la voix, mais pas la parole. Les hauteurs et les rythmes aussi. Bon, très bien. Alors pourquoi ces résultats? Et c'est là que je vous engage à suivre la suite. Il faut voir de plus près la structure acoustique des sons. C'est ce qui m'a amené au laboratoire d'acoustique. Alors nous avons de la chance parce que en 1860, on a commencé à inscrire les vibrations. Ce n'est pas le son qu'on inscrit ici, c'est les mouvements des deux branches du diapason. Et puis en 1890, on a été capable d'utiliser des résonateurs pour analyser les harmoniques d'une note. Et il fallait accorder les résonateurs sur chaque résonateur ne permettait que d'écouter. À l'oreille, en se bouchant l'autre, c'était toute une gymnastique. Il fallait 2-3 jours pour analyser un son. Ensuite, on a pu visualiser avec des flammes. Vous pourrez trouver dans les livres d'histoire de l'acoustique tout ça, c'est pour ça que je vais vite. 20, l'oscillographe, qui a permis d'avoir une modulation temporelle très précise, mais de l'amplitude. On n'avait pas d'accès au spectre. Et puis en 1940, eh bien, comme toujours, ce sont les nécessités militaires qui font avancer la technique. Il a été nécessaire de décrypter les messages secrets de l'ennemi. Et donc, les Américains, Bell Laboratories, alors c'est 40-41, mais l'appareil ici a été décrit uniquement après-guerre. On a mis au point, enfin les chercheurs ont mis au point une machine qui donnait des images des 3 dimensions du son, qui sont la fréquence, l'amplitude, pendant le temps, sur une seule image. Donc, on a maintenant, nous disposons de représentations des sons adaptés à l'écoute. Première expérience. Vous avez entendu, c'est un signal agréable. J'ai enregistré près d'une église, il y avait des cloches, et puis il y avait des oiseaux, on les entendait bien. Bon, c'est une première prise de contact, hein. Les cloches, comme ce sont des percussions, ça correspond au trait qu'on voit là. Puis il y a 2 sortes d'oiseaux. Il y a le verdier qui fait chut, chut, puis il y a le pinson. Bon, et ici, c'est l'amplitude. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail. Plutôt que notion élémentaire, j'aurais pu dire solfège pour lire un sonogramme. On écoute toujours d'abord, hein. Ah.
c'est effectivement des sons que tous vous pouvez faire. Vous pouvez les produire avec votre bouche. C'est un instrument extraordinaire, la voix et la bouche. Vous avez entendu un sifflement, une voix chuchotée. Enfin, je pense que vous avez tous entendu ça. Une voix qui a dit « ah », puis 2 claquements de langue. Bien. Alors, voilà l'image que ça donne. L'image produite avec cet appareil dont je vous ai parlé, qui, aujourd'hui, et sur tous les ordinateurs, si vous le voulez, c'est vraiment... Quand je suis arrivée au laboratoire, il fallait déjà quand même 10 minutes pour analyser 2 secondes de son avec cette machine. C'était une version analogique. La révolution aujourd'hui du son, c'est vraiment le numérique. C'est l'ordinateur qui permet d'acquérir, de synthétiser, de transformer. On va voir. Alors sur ces images, retenez bien, vous avez l'amplitude ici quand elle est donnée, parce qu'elle ne fait pas partie strictement du sonogramme. Mais sur ces images, vous avez la fréquence, les sons graves ici aigus, et le déroulement du temps qui est si important. Donc on va regarder, on va prendre un tout petit peu de temps pour regarder ce qui se passe à chaque instant. Il faudrait une espèce d'écran qui se déplace, l'écran de la fenêtre temporelle. Ici, il y a un son à une certaine fréquence qui monte, qui descend, qui monte. C'est un son continu, c'est un son pur. On dirait une sinusoïde. Enfin, on pourrait le voir avec un autre appareil, mais restons dans cette représentation. Ici, vous voyez des grains de son, une espèce de nuage. Ça veut dire qu'à un instant donné, si je fais une perpendiculaire, vous avez des sons médiums, graves, aigus, vous pouvez décrire toutes les fréquences, et l'instant d'après, ça a changé. Alors, comment est représentée l'intensité? Elle est représentée par la noirceur et la largeur du trait. Donc là, les grains de son sont relativement faibles. La voix chuchotée n'est pas un son très fort. Alors qu'ici, pour la voix dite normale, vous avez dans le grave une composante qui ressemble à celle-ci quant à sa structure, mais qui monte continuellement, puis une deuxième qui est parallèle, etc. À un instant donné, il y a plusieurs composantes bien définies. Alors là, c'est du bruit, et là, c'est un son harmonique. Enfin, dans le claquement de langue, déjà, on entend, c'est double, il y a 2 impulsions, l'image le montre très bien, et puis en bougeant la langue, on peut faire... Donc selon la cavité buccale, ici on a un son plus aigu que celui-là. Voilà, en peu de temps déjà, vous commencez à vous retrouver sur ces images en fonction de ce que vous entendez. J'espère en tout cas. Le son est varié en fréquence. Là, c'est la fréquence qui varie. Là, c'est le bruit qui monte et qui descend. Mais on a une sensation de hauteur, on y reviendra. Ah, voilà, vous l'avez déjà entendu. Alors, le fait que c'est un A, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Voilà. Vous avez déjà le solfège élémentaire de la représentation sonographique. Alors, on va passer à quelque chose de beaucoup plus complexe. Cette scène sonore. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu dis? Ah, oui, d'accord. Alors, je suis toujours partagée. Peut-être que je n'aurais pas dû vous le montrer, parce que vous aviez les yeux fixés sur l'image. Je ne sais pas si vous avez tout entendu. C'est difficile de tout gérer en même temps. Hein. Alors, il y avait une voix, oui, vous l'avez reconnue. Allô, allô. Il y a eu une sonnerie de téléphone. Si j'avais le temps, je vous demanderais à chacun, mais on n'a pas le temps. Alors, c'est moi qui le dis, mais c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai oublié? Martinet. C'était des martinets noirs. Ah, c'était enregistré à Paris. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Marteau-piqueur, vous l'avez entendu, bien sûr. Et puis, il y avait le bruit de fond. Alors ça, souvent, on ne l'entend pas. Parce que c'est quelque chose pour lequel on ne dévoue pas son attention à écouter qu'il y a du bruit de fond, des voitures. On le met en arrière, en background, et ce sont des sons qu'on entend, mais qu'on n'écoute pas. Sauf quand il faut être attentif s'il y a une voiture qui arrive. Alors, on va rentrer un petit peu plus en avant, et j'ai 2 ou 3 réflexions.
Donc oui, c'est intéressant de constater qu'à l'écoute, déjà vous les avez reconnus, les sons. Donc si vous les avez reconnus, il faut que je vous invite à apprendre à reconnaître les formes sur l'image. Et même lorsqu'ils sont émis en même temps et se mélangent. Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup étonné les acousticiens, qui avaient déjà au début, beaucoup de peine à analyser les sons individuellement. Et puis on se rend compte que même un enfant, il reconnaît très vite plusieurs sons en même temps, au bout de très peu de temps. Pour chacun d'eux, nous avons... Oui, alors si on les reconnaît, c'est que pour chacun d'eux, nous avons mémorisé une forme spectrale et son évolution temporelle. Vous verrez ça plus tard. Mais je le dis déjà parce que, en fait, la capacité à reconnaître des formes n'est pas limitée à l'audition. Ça fonctionne pour tous les sens. Une forme temporelle, c'est l'évolution d'une sensation dans ces différentes dimensions en fonction du temps. Et c'est ce qui nous permet de reconnaître aussi bien visuellement, auditivement et même tactilement. Pour les aveugles, ils reconnaissent, on peut leur apprendre à reconnaître une succession d'impulsions, enfin pas d'impulsions, mais de vibrations sur le bras ou sur le corps. Alors voici l'image des sons. Et il se trouve que cette séquence que vous avez entendue, qui représente bien quelqu'un qui téléphone dans un brouhaha terrible, enfin, tout s'était ligué, il y avait la police, le marteau-piqueur et la circulation. En fait, nous avons enregistré ces différents signaux séparément, et ensuite ça a été mixé en studio. Ce qui nous a permis de faire une opération assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a pu attribuer une couleur à chaque source de son. Ce qui va nous permettre de lire beaucoup plus facilement sur l'image ici les différents types de sons. Alors, on a mis en noir le bruit de fond. Voilà, le petit klaxon, il avait échappé la première fois. Je suis sûre que vous l'avez entendu, monsieur. Moi, je vous avoue que ce n'est pas le genre de choses que j'écoute, vous ne l'avez pas entendu. Je l'ai découvert quand j'ai fait l'analyse après. Bon, sonnerie de téléphone, il n'y a pas de souci. Ah ben, c'est de la musique, hein. Puis il y a du Doppler quand il passe. Et ceux qui ont l'habitude de l'acoustique musicale verront que l'harmonique 4 du premier son coïncide avec l'harmonique 3 du deuxième, c'est donc une carte. Mais les musiciens l'ont entendu tout de suite, c'était une carte. C'est une carte, et là, ça se vérifie. Vous avez un harmonique commun aux deux sons de l'intervalle. La parole, ça bouge beaucoup, ça très vite. Le marteau-piqueur des traits verticaux. Ah ben, il faut que je vous les fasse entendre. Ah, oui, d'accord. Et puis les marteaux. Ils sont dans l'aigu. Alors, on réécoute cette scène et vous pouvez suivre ce qui vous intéresse, là. Le vert, le bleu, le rouge. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu dis? Ah, oui, d'accord. Bien, on ne va pas rester dans le bruit quand même. Et avant de passer à d'autres types de sons, je vais dire deux mots de ce que c'est qu'une forme. Ça nécessiterait 2 ou 3 cours, hein, mais pas par moi, par les spécialistes de la psychologie de la forme. Je vais juste vous faire toucher du doigt cette notion intéressante, parce que j'ai fait un petit dessin animé, enfin, si on peut dire, c'est des vues qui se succèdent. Là, vous voyez 5 formes. Il y a un grand cercle, 2 petits cercles, et puis 2 ovales. Très bien. Là, vous avez vu un lapin. Une forme. Alors, c'est un des dessins préférés, c'était un des dessins préférés d'Émile Lepp. Et il montrait toujours des lapins avec des grandes oreilles, des petites oreilles. Je lui ai donc repris le lapin. On va l'appeler le lapin de Lepp. Le lapin de Lepp, il est fait de ces éléments. Mais c'est autre chose que ces éléments simplement assemblés. La preuve, c'est que je peux aussi vous faire voir un Mexicain à vélo avec son grand chapeau. C'est une blague bien connue. Mais là, ça marche. C'est les roues de bicyclette vues du dessus. C'est les mêmes éléments. Et puis j'ai cherché à faire d'autres formes. On peut en trouver plein. J'étais contente que j'ai trouvé un acousticien asiatique avec une grosse oreille gauche. Il y a d'autres façons de jouer avec ça. Mais ce qui est important, c'est
une forme, c'est quelque chose de plus que la somme des parties qui la constituent. Quelque chose de plus. C'est autre chose. Et c'est plus que la somme des parties qui la constituent. Ce qui compte dans une forme, ce sont les rapports de dimension, d'agencement, le contour, et pas simplement la somme. Ce qui fait que travailler sur les formes, ce n'est pas du tout comme travailler sur les paramètres. On va y revenir. C'est tout à fait une autre voie de recherche. Et les deux types de voies de recherche sont importantes pour comprendre la perception. Mais je parle de celle-là parce qu'elle est difficile à gérer, mais en même temps, elle est très importante. Alors, Wertheimer, qui était un psychologue allemand, est le premier à avoir vraiment développé cette notion, en 1923, c'est pas tout récent. Et on parle souvent de Gestaltthéorie, c'est le terme allemand pour théorie de la forme. Et comme Husserl, qui est parti d'une réflexion sur la musique, Wertheimer aussi, Wertheimer s'est dit, mais voyons, une phrase musicale, là c'est sol, ré, mi, do, si, la, si, do, si, la. Ben oui, cette mélodie c'est sol, ré, mi, do. Voilà les éléments de ma mélodie. Ah oui, mais si j'écris la mélodie sur do, sol, la, fa, si je la transpose, c'est plus les mêmes éléments. Donc, qu'est-ce qui reste l'identité, qui est l'identité de la forme, de la mélodie? Eh bien, ce sont les rapports. Là, il y a une quinte, là, il y a un ton, là, il y a une tierce. Donc, c'est les rapports entre les sons successifs, puisque cette fois-ci, la forme, elle est temporelle, hein, on en a parlé au début, il faut la regarder dans ce sens-là. Eh bien, les rapports entre les sons, c'est-à-dire les intervalles, c'est ça qui constitue la mélodie. On ne se pose pas de questions, on le reconnaît d'emblée. C'est-à-dire qu'on reconnaît la forme temporelle de l'écriture, enfin du déroulé des sons. Nous écoutons les intervalles, nous n'écoutons pas les notes. Enfin, on peut écouter les notes, mais normalement, il y a beaucoup de gens qui se fichent des notes et qui entendent très bien les mélodies et qui les chantent. Moi, j'ai malheureusement l'oreille absolue, ça me joue plein de tours. Je vous assure que ce n'est pas la meilleure des choses. Et on peut aussi s'intéresser au rythme, puisqu'une mélodie, ce n'est pas que des hauteurs, mais c'est aussi du rythme. Et finalement, tant que les rapports ne sont pas trop distendus ou modifiés, on conserve l'identité de la mélodie. Bon, si vous observez ce dessin-là et ce dessin-là, ça dépend. Là aussi, je pourrais vous interroger. Vous avez peut-être vu du premier coup des colonnes blanches sur fond noir ou des colonnes noires sur fond blanche. Ça dépend. On peut voir les deux. Pourquoi? Parce qu'une forme est toujours sur un fond. Elle se détache d'un fond, c'est un contour qui fait sens pour nous, et il n'est pas dans le vide. Donc, il est important de connaître aussi la structure du fond et de voir comment la perception, dans une musique d'orchestre, on peut dire que si je fais attention au hautbois, je vais aller détacher la forme harmonique et temporelle du hautbois sur tout un orchestre. Et je suis capable de le faire. Les musiciens apprennent à écouter un instrument en le dégageant d'un contexte très, très, très complexe. Ici, vous avez vu un vase, et d'autres ont peut-être vu un profil. Il y a à la fois deux visages et un vase. Bon, enfin, une forme, on peut la transformer. Granville s'est amusé à nous montrer qu'on peut passer de Apollon à la grenouille. Un mot sur ce tableau. Je vois que le temps passe, donc je vais aller vite. Vous le regarderez, le portrait de Voltaire. Il y a des tout petits personnages, il y a des personnages de taille moyenne et il y a un très grand personnage ici qui regarde Voltaire, parce que là vous avez les yeux, les pommettes, le nez. Bon, j'ai pas le temps de continuer. Alors, passons, enfin plutôt petit bilan. Donc il y a des formes, c'est l'approche globale. Il y a des paramètres, c'est l'analyse, c'est important à faire aussi. Et l'approche analytique qui est très étudiée, bien connue, on la trouve dans la plupart des ouvrages d'acoustique. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps et j'ai fait ce choix de vous parler des formes avec les 3 dimensions. Et je vais prendre un premier exemple ici. Vous entendez la voix? Allô? Bon, donc, vous avez reconnu quelqu'un qui parle. Et maintenant, Hello, how are you? Alors, voilà l'image. Hello, how are you? Vous avez entendu?
Je le repasse peut-être parce que je vous ai surpris. Hello, how are you? C'est la voix chuchotée. Mais comme c'est la même phrase, vous n'avez pas réécouté la parole. C'est la même. Et vous voyez qu'il apparaît effectivement dans cette séquence sonore, ici les harmoniques de la voix, mais des dessins qu'on retrouve avec la voix chuchotée. Eh bien, la forme de la parole, c'est ce dessin spectro-temporel, puisqu'on a vu qu'ici, c'est les fréquences avec leurs amplitudes dans le temps. Et cette forme est la même quand vous entendez la même parole avec des voix différentes. Et maintenant, ça marche aussi, non? Alors, vous avez peut-être reconnu que c'était ma voix ici, ça aussi, et ça aussi. Alors non, pas ma voix. J'ai pris une guimbarde pour ça. J'ai dit hello, how are you? Sans donner de voix. Il n'y a que l'articulation. Bon, tout son que vous transformez de la même façon que le fait la bouche, qui d'une complexité incroyable, va vous permettre de faire entendre la parole. Mais ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est que vous avez déjà une distinction assez nette entre le matériau, qui est la voix, chuchotée, harmonique ou guimbarde, et puis les formes qui donnent le message. Alors, je vous propose de faire une démonstration. J'ai vraiment 30 minutes là déjà. Bon, peut-être que certains vous connaissent ce style de chant, ou même le pratiquent, c'est devenu extrêmement commun, mais je vous propose quand même de vous faire une petite analyse en direct. C'est toujours risqué de faire du direct. Bien. Je me proposais avec vous d'explorer cette zone de fréquence. Celle-là, par exemple. Alors les jeunes entendent très bien des petits grésillements dans l'aigu. Quand on perd la finesse de l'ouïe, on perd surtout les aigus. Alors on va descendre un petit peu là. Bon, c'est pas là que se tient la mélodie. Alors passons à cette zone-là. J'ai l'impression que c'est là que ça se passe. Hein. Voilà. Et voilà. Mais il reste encore des raies en dessous. Alors on va les écouter. Les premières raies les plus graves là. Ouais, j'espère que je vais y arriver. Ouais, voilà. Ici. Ah ben c'est intéressant. Ça c'est la voix. C'est les premiers harmoniques de la voix du chanteur. Donc c'est bien un chanteur. Parce que quand on faisait entendre ce chant dans les années 70, c'était très rare de pouvoir l'avoir entendu. Et les étudiants ne croyaient pas du tout que c'était une seule personne qui faisait cette mélodie. Ils pensaient qu'il y en avait une qui chantait, puis l'autre qui sifflait. Il y en a peut-être qui l'ont cru. Bon, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est la même personne qui, sur sa voix, et comme cette voix, elle est complètement monotone, on ne l'écoute pas, nous crée une mélodie avec les harmoniques. J'ai perdu 5 minutes, mais la zone de fréquence de la mélodie est différente de celle de la zone de la fréquence fondamentale. Bon, ça, on l'a dit déjà. Ça aussi. Et ce qui est étonnant, c'est que ce chant a 2 hauteurs. Alors, celle des harmoniques, d'où le nom de diphonique, et celle de la voix fondamentale. Alors, comment est-ce possible? Je voulais juste vous dire, effectivement, la voix, c'est un instrument extrêmement complexe. Le son d'une voix avec des cordes vocales est fourni ici, et puis il traverse des cavités. Et la langue, qui bouge énormément, permet de faire toutes les articulations avec les lèvres, avec le voile du palais. Enfin, c'est l'instrument le plus complexe qui soit. Et les Mongols et les Russes, enfin, puisqu'il y a toutes sortes de chants diphoniques,
développe une aptitude à contrôler de façon très très fine la pointe de la langue, la déplacer, la rapprocher du palais. C'est comme ça qu'il sélectionne les harmoniques en accordant la cavité buccale sur un des harmoniques de la voix. Le chanteur que vous avez entendu, il a commencé sur Ré, Fa, Sol, enfin, je ne peux pas le siffler, donc sur l'harmonique 6. Et il utilise cette zone-là. Alors c'est une zone très aiguë, hein. C'est au-dessus de la portée. C'est la zone des chanteuses qui font la Reine de la Nuit, hein, ça c'est le Do. C'est aussi la zone du sifflet. Et je voulais vous faire remarquer qu'en musique, les intervalles sont équidistants, alors qu'en acoustique, ce sont les harmoniques qui sont équidistants. Alors ça, c'est le problème de l'échelle linéaire ou l'échelle logarithmique, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Donc on vient de voir que dans ce chant, ce n'était pas le fondamental de la voix qui donnait la musique. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut supprimer le fondamental? Alors dans ce chant-là, sûrement. Est-ce qu'on peut supprimer le fondamental de tous les sons? Voici un exemple. La flûte. Voilà l'analyse des trois sons sur la même note. Alors, j'ai fait l'expérience. Qu'est-ce qui a changé? La sonorité. Ça ne sonne pas pareil. Mais la note n'a pas changé. Vous entendez toujours un Do. Alors maintenant, ça n'étonne plus trop, mais pendant longtemps, ça paraissait scandaleux. Je vais vous faire entendre la voix. Personnellement, je n'entends pas de différence. Oh, pardon. Donc, je vais vous faire entendre la voix. La différence est fine entre le son normal et le son filtré. Il y en a peut-être qui ne me croient pas, mais si vous voulez, après je vous montrerai, c'est vraiment filtré. C'est important de comparer avec un son de percussion. Voilà un joli verre de cristal de ma collection personnelle. Je prends le bord, le pince avec deux ongles. Alors le premier son, j'avais filtré la première composante, celle qu'on a l'habitude d'appeler le fondamental. En fait, c'est le partiel d'un son complexe. Il faut lire l'ouvrage de Cheng, ici présent, pour avoir tous les éléments sur la composition d'un son. Je crois que même il s'est analysé dans l'ouvrage Un son de verre. Et vous comprendrez comment se constitue la perception d'un tel son, enfin d'abord sa constitution et sa perception. Eh bien voilà, un son de percussion, si vous retirez la première composante, elle a une fréquence très particulière, les autres ne sont pas forcément des multiples, et la hauteur change. Je vous le ferai entendre. Cette fois-ci, si vous écoutez les percussions, il faut une bonne chaîne. Il faut passer toutes les fréquences, il faut une bonne oreille. Seuls les sons des instruments entretenus, avant, à cordes, avec archet, sont périodiques. Je suis désolée pour les guitaristes, ils ne jouent pas des harmoniques, mais des partiels. Enfin, c'est un joke, mais c'est vrai. C'est peut-être intéressant pendant qu'on est dans ce domaine de la hauteur, et puis parce qu'en public, j'aime bien faire entendre des sons paradoxaux, comme on dit, qui sont connus, mais que tout le monde n'a pas entendu. Ce son a été composé à l'ordinateur. C'est agréable à montrer en public parce qu'on peut faire autre chose. Voilà, bon, je l'ai pris un peu trop tard. Mais vous descendez cet escalier. Escher a fait beaucoup de choses comme ça, mais là c'est Penrose. Et vous apercevez qu'arrivé au bout de 12 ou 20 marches, vous êtes revenu au point de départ. Bon. Alors, c'est une illusion, mais c'est une illusion parce qu'elle joue sur l'attente. On a parlé tout à l'heure de l'anticipation. Et l'attente est déçue. Parce que normalement, une gamme chromatique, vous descendez.
Et là, vous apercevez quand vous arrivez à l'octave en dessous que c'est la même que la note de départ. Donc vous remontez, et puis au bout de 2-3 coups, je me suis fait avoir. Ben oui, vous vous êtes fait avoir, parce qu'il y a quelque chose qui ne change pas. C'est la zone dans laquelle l'énergie est maximale, là où il y a du rouge. Et on peut le représenter comme ceci. Vous imaginez que vous vous mettez à plusieurs pour jouer sur un piano que des octaves, parce que c'est un son qui n'est constitué que d'octaves. Seulement, c'est compliqué, il va falloir jouer très piano cette note-là, et puis la renforcer quand elle rentre dans cette zone-là, et puis ensuite la diminuer. Voilà. Alors, Jean-Claude Risset a créé un son qui descend tout en montant. En fait, ces sons-là, ils jouent sur la double sensation de hauteur, une qui est donnée par la fréquence et une autre qui est donnée par la position de l'énergie dans le spectre. C'est pour ça qu'on parle de hauteur tonale, quand c'est la fréquence, et de hauteur spectrale, quand c'est l'endroit où l'énergie est placée dans le spectre. Et alors on peut croiser les deux. Écoutez bien. Oui. Oui. On ne dit pas souvent. Oui. On dit plutôt oui. Parce que quand on dit oui, de la voyelle OU à la voyelle I, il y a un formant qui monte. Mais si on dit oui, en montant, c'est bien. Mais si on dit oui, c'est pas naturel. Hein. Vous pourrez vous y entraîner. On croise les deux hauteurs. Ça, c'est une hauteur spectrale et ça, c'est la hauteur tonale. Je vois que le temps avance. Je vais essayer de faire de parler un tout petit peu du timbre. En fait, tout ça, c'est du timbre aussi. Hein. Parce qu'avoir le changement de spectre, ça fait partie du timbre. Mais on va voir que le timbre, c'est compliqué. Alors, j'ai deux petits exemples sonores ici qui demandent une écoute attentive. Vous avez entendu la même note jouée par différents instruments. Peut-être que vous avez essayé de reconnaître, vous avez entendu une trompette, une voix. Ça, la voix, elle est reconnaissable. Pour le reste, c'est une gymnastique assez difficile. Et maintenant ? Alors, ce qui est remarquable dans cet exemple, c'est que les deux séquences sont de la même durée. Je pense que vous n'avez pas ressenti la même durée d'écoute entre la première et la deuxième. Dans la première, comme je disais, dès la deuxième note, dès le deuxième son, vous dites hop, c'est la même note, et vous avez basculé dans une écoute de reconnaissance des instruments. Il y a des différences dans le spectre, et voilà. Le deuxième, c'est un seul son, sur 9 secondes. Mais quel beau son! Et un son qui bouge. Regardez ce qui se passe dans les harmoniques. Il y a le souffle, il y a le vibrato, il y a le changement d'intensité. C'est une note jouée au shakuhachi, qui est une flûte japonaise. Pour faire un son comme ça, il faut 10 ans. 10 ans de concentration et de méditation pour contrôler l'embouchure. Seulement, on est maître du son quand on fait ça. Et l'écoute, à ce moment-là, est complètement différente de celle-ci. Ça, c'est une écoute indiciaire, ça, c'est une écoute qualitative. Si bien qu'il y a deux sens au bon timbre, deux sens. Soit il nous permet d'identifier, parce qu'on reconnaît la structure et on reconnaît ce qui se passe au début, soit il nous permet, enfin, c'est pas soit il nous permet, mais disons qu'il est important de discriminer ce qu'on appelle le timbre. Dans le timbre, ce qui nous permet de reconnaître l'identité du son et ce qui nous permet d'aller chercher et apprécier les qualités du son. Alors, on peut s'intéresser à l'identité des sons. Elle est logée en grande partie dans le transitoire d'attaque. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans le temps, et dans le temps, ce qui est le plus important, c'est ce qui arrive en premier. Ce qui est ce qu'on appelle le début du son ou le transitoire d'attaque, parce que immédiatement on capte l'information
c'est la même information que reconnaître un bruit dans la rue, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. On a tapé, on a soufflé, on a... Enfin, la façon dont un corps est mis en vibration laisse une trace dans le son que nous avons appris à reconnaître, d'autant que toute la journée, nous faisons des actions et nous entendons les sons de nos actions. Donc, on apprend très très vite à reconnaître comment le son a été produit. Alors, juste on écoute tout en regardant. En fait, ici, vous avez cet instrument, et le même instrument, mais joué tout à fait par un autre musicien dans d'autres bases de données, sont des sons pris au hasard et retenus parce que tous les musiciens avaient reconnu l'instrument. Donc, vous voyez, ici, c'est la flûte, sur cette note grave, ça c'est un hautbois, etc. Ah, je sais pas, alors je reprends ça. Trompette. Là, les transitoires sont très visibles, les sons sont très reconnaissables, mais c'est à l'issue d'un test de reconnaissance. Bon, j'ai mis une loupe sur ce transitoire. Le plus important, c'est quand même la façon dont les notes s'enchaînent, dont la mélodie se déroule. Et vous voyez qu'il y a des différences énormes entre la flûte et le piano. Là, c'est un instrument à percussion. Là, c'est un instrument dans lequel on joue beaucoup sur les attaques, sur le vibrato qui s'installe. C'est une image très typique de la flûte. C'est toujours intéressant de comparer avec la même mélodie. La voix. Comme c'est la même voyelle, on a les mêmes formants dans le spectre, c'est-à-dire que l'énergie est concentrée sur des bandes qui sont caractéristiques de la voyelle. Là, ça change. Avec les bruits, c'est de la parole. Sur le rivage, les yeux vers l'horizon. C'est beaucoup plus complexe d'écouter une voix qui dit un texte qu'une voix qui chante seulement. J'aborde un dernier exemple dans ce domaine qui est le fait de jouer fort ou jouer doux. Parce que quand on travaille par paramètres, instinctivement on pense jouer plus fort, c'est tout simplement augmenter le volume. Sur les instruments électroniques ou de synthèse, c'était le premier geste qu'on faisait. Alors on va écouter deux sons de violon. J'aurais pu prendre toute la gamme, mais j'ai choisi deux notes. Je précise que ce sont des sons extraits d'une base de données. Il y a des bases de données, on demande à un musicien de jouer une gamme chromatique avec toutes les notes détachées l'une après l'autre de la gamme chromatique. Alors, sans vibrato, avec vibrato, intensité faible, intensité moyenne, intensité plus forte. Vous pouvez avoir tous les fichiers sons d'une personne qui joue du violon, d'une deuxième, d'une troisième. Ce sont des sortes de banques de sons dans lesquelles on peut aller puiser des exemples. Alors, j'ai pris son fort, son faible. Bon, effectivement, la courbe de niveau montre qu'il y a une différence de 8 décibels. Mais on a eu l'impression que le premier était vraiment beaucoup plus fort que le deuxième. Alors, il n'y a pas que le décibel qui compte. Il y a le fait qu'ici, l'énergie est concentrée dans la zone sensible de l'oreille, ici à 4000 Hz. Il y a le fait que celui-là est attaqué énergiquement. Donc on a tout de suite la sensation que l'énergie est donnée par le geste. Et si on regarde le transitoire, beaucoup d'harmoniques arrivent en même temps. Ici, c'est très progressif. Maintenant, si on regarde le vibrato, on va voir que le vibrato est beaucoup plus ample dans le son fort et il est plus réduit dans le son piano. Et on voit qu'il s'installe tout de suite, alors que là, il arrive progressivement. En fait, les nuances en musique, c'est aussi des changements de timbre, forcément. Donc, parler du timbre comme étant juste le nombre d'harmoniques dans un son, c'était vraiment c'est tout ce qu'on pouvait faire. Au début, quand on avait peu de moyens d'analyser, on se rend compte que la forme complète du son est transformée. Sa forme spectrale et la façon dont elle commence et finit, donc la forme spectro-temporelle. Bon, je me suis beaucoup intéressée à cette
cette histoire de cantina, je vais vous expliquer. C'est encore une question d'écoute. Il se trouve que j'ai beaucoup d'intérêt pour les musiques dites traditionnelles parce qu'elles ne sont pas notées. Hein. Donc c'est des musiques qu'on fait oralement, qu'on se transmet. Et quand on les écoute, quand les ethnomusicologues travaillent dessus, ils découvrent des phénomènes qui sont très différents de ceux qu'on connaît, qui sont aussi complexes et importants dans la musique instrumentale classique. Donc, Bernard Lorta-Jacob a beaucoup travaillé sur ces chants sardes, et en particulier sur ce chant-là. Voici le début. C'est un chant liturgique. J'ai pris le temps de l'écouter parce qu'il est quand même très beau. Ça change un peu des petits exemples que je vous ai fait attendre avant. Donc, ce chant n'est chanté qu'une fois par an, dans une cérémonie de la Semaine Sainte, je ne sais plus si c'est le mercredi ou le jeudi, dans le village de Castelsardo, mais il y en a aussi dans d'autres villages de Sardaigne. Et il se trouve qu'il y a un phénomène assez étonnant, puisqu'il est chanté, comme vous avez vu, par 4 hommes. Une basse. Alors c'est le bassou, la contra, le bogey, le falsetto, qui au départ sont sur un accord de ce type-là. Et puis, quand ils sont vraiment bien concentrés, alors ils sont en cercle, ils sont les uns à côté des autres, comme ça, extrêmement concentrés en s'écoutant, et ils entendent émerger une 5e voix. Une 5e voix qui plane. Ils appellent la voix de la Vierge, puisqu'on est dans un contexte liturgique. En plus, c'est une voix qui plane, qu'ils ne produisent pas, eux, et qui apparaît. Alors, quand l'ethnomusicologue est venu me poser la question, moi j'étais l'acousticienne et lui était le musicien, donc j'étais prête à trouver tout de suite la réponse. Je ne vous mens pas, j'ai passé quelques années à chercher parce que je ne l'entendais pas au départ. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est difficile de le savoir, comme vous le savez, il faudra en parler. Mais grâce à l'analyse dont je disposais, il y avait déjà un sonographe en temps réel au laboratoire. En fait, pour tout vous dire, c'est le sonographe qui m'a retenu en acoustique. J'étais partie pour faire un travail en musicologie et quand j'ai vu un sonogramme, j'ai changé de direction. Je suis passée de la musique à l'acoustique. Donc, je l'ai fait. Eh bien, on va le refaire et j'espère qu'il y aura un petit peu plus de succès que la dernière fois pour la démonstration. Alors, prenons l'analyse de ce chant, voilà, et on va réécouter le début, là, vous le voyez bien, il faudrait que je quitte ça, hein, mais je n'ai pas envie de le quitter, on va le mettre là. Vous voyez le nombre d'harmoniques qu'il y a, hein. On va s'arrêter là. Il se trouve que, bon là je vois pas les fréquences, mais enfin tant pis, c'est pas grave. Normalement on les voit. Vous pouvez me croire sur parole. Si je fais un zoom, ouais, il est en sens contraire. C'est pour ça que c'est terrible en fait. Tout est inversé. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est l'informatique qui me joue des tours ici. Alors là je suis foutue. Voilà, on va y revenir. En fait, 400 Hz, c'est beaucoup plus bas, on ne le voit pas. Alors, je suis bien embêtée, mais la seule chose que je peux faire, c'est ça, supprimer ceci. Ben voilà, comme ça, on va le voir. J'espère. Ouais. Non, on ne voit pas les fréquences. Alors, vous allez me croire, le 400 Hz, il est quelque part par là. Et la note fondamentale, elle n'a pas quelque chose de spécial. Elle est ici, à peu près. Voilà, on la trouve là. Ça, c'est la fréquence fondamentale de cette voix qu'on entend.
J'ai essayé de la supprimer, de faire plein de choses, ça ne marchait pas. Alors, un jour, j'ai eu l'idée de faire la chose suivante. Cancel, je vais simplement le fermer. Mais non, c'est là. Voilà. J'ai eu l'idée de faire la chose suivante, c'est-à-dire, pendant que j'entendais cette voix, je me suis dit, pourquoi pas, voilà, on va le voir mieux, pourquoi pas chanter cette voix que j'entends. Alors, on va réécouter simplement un accord. Encore une fois. Oui. C'est l'octave en dessous, là. Avec ça, j'aurais pas pu trouver. Il faut que je boive parce que je suis en train de perdre la voix. Pardon. Je vais vous le faire entendre. Il y a quelque chose dans l'aigu. Et un jour, je l'ai entendu. Et j'ai chanté. Vous l'avez entendu maintenant? Bon, alors on va revenir. Vous n'allez pas mettre plusieurs années à l'entendre puisque je vais vous montrer comment on fait. Ah, ça va mieux. Recommençons. Voilà. Maintenant, vous l'entendez. Enfin, on est allé vite là. On a passé plusieurs années, on l'a trouvé. Eh bien, quand j'ai vu l'analyse de la note avec les harmoniques de ma voix, j'ai été frappée de constater qu'il y avait un harmonique de ma voix qui coïncidait avec une raie très rouge ici. Et donc l'idée qui est venue, c'est pourquoi pas aller supprimer dans le son cet harmonique et celui-là qui est très rouge aussi. Vous voyez que si j'enlève les deux traits bleus, ça tombe sur, justement, les harmoniques 2 et 3 de ma voix. Alors, on va les supprimer. Voilà. Et on va réécouter ceci. Comme ça. Et maintenant, normalement. Encore une fois. Ah, c'est gros comme le nez au milieu du visage, là. C'est sur une fois, vous avez les 4 voix normales, et une autre fois, vous entendez « Ah ». Mais je vais vous montrer plus fort. Voilà les 2 fréquences que j'ai supprimées, hein, qui correspondaient à 2 harmoniques. Maintenant, je vais vous les faire entendre isolément. Deux fréquences. Celle-là, mais celle-là. Vous redonne la voix. Je sens qu'il y a des incrédules dans la salle. Écoutez, si vous ne croyez pas, je ne sais pas si ça va marcher avec le diapason. Il n'y a que 2 fréquences. Et quand vous les écoutez toutes les 2, eh bien vous reconstituez. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait supprimer le fondamental. Là, c'est bien plus fort. 2 seules fréquences redonnent la voix. Et si je les supprime, si je les fais passer en rouge, elles vont être supprimées du son. Hein. À ce moment-là, normalement, on ne l'a plus dans le son. Je vois qu'il y a beaucoup d'incrédules, mais c'est pas grave. Bon, alors je vais vous remettre toute l'analyse. Ça a été quand même une découverte assez extraordinaire. C'est qu'il suffisait de deux fréquences pour que cette voix émerge. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas besoin du fondamental. Voilà, en fait, je vais revenir à ma présentation. Normalement, elle est là, ici. C'est beaucoup plus simple. Il suffit, voilà, on va le mettre là,
chanteurs, il y a d'abord le soliste, ensuite il y a l'accord, et pendant qu'ils chantent, il y a deux composantes spectrales qui sont ici, qui vont sortir et qui vont nous donner l'illusion de celle-là, puisque celle-là, elle n'est pas chantée plus fort. C'est ces deux fréquences-là qui sont chantées plus fort, c'est-à-dire la quinte. Et c'est possible parce qu'en fait, ils ajustent les voyelles. On a découvert que pour que ça marche, eh bien... Moi, j'entendais toujours Thomas. Bon, Thomas, quand j'essayais de noter le texte, eh bien, vous allez entendre, ils ne disent pas Thomas, ils disent... Enfin, si, ils disent Thomas, alors que le texte, c'est tonneau. Voilà. C'est pas tonneau, c'est Thomas. Et toutes les voyelles sont adaptées dans le courant du texte. C'est ce que nous disait aussi le musicologue. Hein, pour le falsitou, il devient et ou devient o, etc. Et quand on est un petit peu linguiste, on voit qu'en fait, on se concentre dans une zone du spectre où on va renforcer ces deux fréquences qui vont faire apparaître la voix. Ces deux formants de la voix, qui sont dus aux voyelles, qui créent une fréquence. C'est extrêmement compliqué. Mais pour comprendre ce mystère, il faut pratiquer l'analyse et la synthèse, connaître le fait qu'on peut attribuer une hauteur fondamentale à deux composantes pour faire de l'acoustique. Il ne faut pas seulement faire de l'acoustique disons, de la production des sons, qui est une acoustique importante qu'il faut connaître. Il faut aussi essayer de comprendre la perception. Conclusion, j'essaie de vous proposer un voyage dans l'écoute en son et en image. Alors, nous avons commencé à parler du temps, puis il a passé. Ça, je m'aperçois très vite. Il existe une multitude d'écoutes, mais seulement deux questionnements. J'y ai fait souvent allusion. En fait, on se pose toujours deux questions. Où, quoi, qui. Donc, on essaye de faire une écoute rapide et efficace, et c'est une écoute, une saisie de forme. Soit on s'applique à écouter les qualités, on bascule dans une écoute analytique. Ça, c'est une écoute dont tous nous disposons. C'est l'écoute d'alerte qui fait qu'on arrive à survivre parce qu'on peut éviter les dangers. On a reconnu tout ce qui se passe dans le monde. Ça marche pour les chiens, les vaches, pour tous les êtres vivants qui survivent dans un environnement sonore. Mais l'écoute discriminante des qualités, ce que j'appelle très largement l'écoute musicale, elle peut s'appliquer aux moteurs de voiture. Il y a des spécialistes de la moto qui écoutent le son de la moto. Enfin, il y a une grande quantité de spécialistes qui développent des oreilles pour des écoutes particulières et ils pratiquent l'écoute musicale sans le savoir. Alors il reste beaucoup de choses à faire encore, et comme je voudrais vous montrer des vidéos, je vais beaucoup plus vite. Je pourrais revenir sur ceci qui vous montre des ouvrages quand même, LEP dont on a parlé, qui est réédité. Bon, ça c'était un ouvrage collectif sur la psychologie dans lequel j'ai écrit un petit truc, mais il y a beaucoup d'autres exemples dedans. Il est encore disponible. Il y a l'ouvrage dont Antoine va nous parler. Voilà, puis il y a celui que j'ai édité. Et puis il y a beaucoup d'ouvrages en anglais. Alors ça, vous les trouverez sur Internet. En 1636, Mersenne disait « C'est donc la variété qui rend le son agréable. Et s'il n'est varié, il mérite plutôt d'être appelé bruit que son harmonique. La variété ne peut se faire qu'avec le temps. » Vous voyez, on est revenu au point de départ. Bon, ça c'est le rossignol, vous l'avez entendu tout à l'heure. S'il me reste 3 minutes, je peux, pour vous remercier d'avoir assisté et d'avoir écouté attentivement, vous donner le plaisir de regarder et d'écouter des analyses comme ceci, mais en vidéo, ce qui est beaucoup plus intéressant. Ça va être de la musique. Alors, je vais fermer ceci, revenir sur le bureau. Comme je les ai mises directement sur le bureau, j'espère que ça va marcher. Voilà, elles sont là. Eh bien, ça marche. Vous aurez le fond de... Ah ben non, c'est bon. Donc ça, c'est le jeu d'un instrument indien qui s'appelle Pakavache. Vous suivez, il n'y a pas de difficulté à suivre.
La deuxième vidéo, je vais peut-être quand même utiliser ceci, qui me permettrait de les voir mieux. C'est plus joli. Sur un fond noir, vous allez avoir cette fois-ci une musique pour piano. Jouée par Pierre Goua. Donc c'est un pianiste suisse, Pierre Goua, qui joue beaucoup d'instruments. J'aurais dû le marquer ici, surtout que ça va être sur la vidéo. Et on retrouve pratiquement la partition. L'exemple suivant, composé à l'ordinateur, est de Jean-Claude Risset. Voilà, 3 mondes musicaux tout à fait différents, tout à fait extraordinaires. Et ça, c'est une musique composée dans le spectre, et on le voit très bien. Merci de votre attention.